On pensait l'avoir définitivement éradiquée, mais c'était un leurre. La poliomyélite refait surface et oblige le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Santé, les partenaires et les décideurs, à repartir en guerre contre la résurgence du virus de la poliomyélite, dont de nouveaux cas sont détectés récemment dans notre pays. La campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans qui s'était déroulée en septembre dernier, c'est-à-dire en cette année 2020, dans les régions maritimes et dans le Grand Lomé, s'inscrivait justement dans la logique de cette lutte. Comment s'était-elle déroulée? Et celle en cours de préparation se passe-t-elle bien? Quelles sont les difficultés du moment dans ce contexte de la pandémie au nouveau coronavirus? Nous en parlerons tout à l'heure. Pour ce qui concerne la maladie elle-même, que devrons-nous savoir d'essentiel en vue d'une meilleure protection de nos enfants contre la poliomyélite? Un spécialiste en pédiatrie répondra également tout à l'heure à nos questions. Mesdames et messieurs, bonsoir. La santé de nos enfants de 0 à 5 ans nous intéresse et nous interpelle ce soir. Merci pour votre attention. Nous sommes ensemble pour 1h15. Nos invités de ce soir, j'ai à ma gauche, voilà, Dr Atakouma Yao. Il est professeur titulaire de pédiatrie à l'université de Lomé et chef du service de pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Professeur Atakouma, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Tout le plaisir est pour nous, professeur. Alors, le second invité à ma droite, voilà, c'est Dr Boko Amevegbe Kojo. Il est chef division de l'immunisation. Dr Boko, bonsoir et bienvenue. Non, bonsoir, madame Peto. Vous allez bien? Non, très bien. Alors, j'espère qu'on fera une très belle émission ce soir. Et le thème, je vous le rappelle, c'est la poliomyélite. Comment vaincre cette maladie? Alors, première question, docteur Boko, chaque année, et ce depuis 25 ans, le 24 octobre, comme aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, est une journée mondiale consacrée à la lutte contre la polio. Dites-nous, pourquoi une journée mondiale contre la polio? Ok, grand merci, madame Carole. Et effectivement, chaque année, le 24 octobre, cette journée est dédiée à la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Et cette journée a été initiée par le Rotary Club. C'est pour commémorer la naissance de l'inventeur qui a découvert le vaccin que nous sommes en train d'utiliser contre la poliomyélite. Donc, dans cette 5e année, le Rotary Club, avec les partenaires, organise vraiment des événements pour éveiller vraiment la conscience des populations sur l'éradication de la poliomyélite. Donc, d'abord aussi, en sensibilisant le public, et aussi c'est de donner aussi l'importance que le moment est arrivé pour éradiquer complètement cette maladie. Et c'est aussi une occasion de mobiliser les fonds pour faire face vraiment comment on l'appelle, à la lutte. C'est une occasion aussi pour impliquer les collectivités dans cette lutte. Et finalement aussi, je peux dire que c'est pour aussi demander à comment on l'appelle, aux partenaires de s'investir vraiment dans la lutte contre vraiment cette maladie.
Alors finalement, on doit comprendre que la lutte contre la polio, c'est une lutte qui nous interpelle tous. Nous tous. Alors, parlons de la maladie elle-même. Entre-temps, il y a de cela quelques années, on n'entend plus parler de la polio dans notre pays, mais aujourd'hui, le problème ressurgit. Alors, quelle est l'ampleur du problème si nous voulons parler de la situation générale de cette maladie au Togo, Dr Bokor? Ok, vraiment, ce que je peux dire par rapport à cette ampleur, d'abord, on va prendre ça au niveau du niveau mondial. Sinon, nous avons fait un grand progrès dans la lutte contre, je peux dire, la poliomyélite due au poliovirus sauvage. Donc, nous avons deux types actuellement. Il y a le poliovirus sauvage, c'est le poliovirus qui existe dans la nature. Actuellement aussi, nous avons le poliovirus muté. Donc, par rapport au poliovirus sauvage, je pense que notre pays a été certifié comme pays libéré de la poliomyélite due au poliovirus sauvage. Depuis 2007. Mais à partir de septembre 2019 jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 17 cas de poliovirus muté. Donc, c'est la situation, c'est l'ampleur, c'est ça qui fait que... Il faut agir. On doit agir. On doit agir. Merci beaucoup. Nous avons commencé et on va continuer. Et on va la terminer jusqu'à booster la polio hors du Togo. Alors, professeur Atakouma, vous êtes pédiatre, je l'annonçais tout à l'heure, en disant que vous êtes spécialiste en pédiatrie. Donc, la maladie de la polio, maladie de l'enfance, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la poliomyélite? Merci beaucoup, madame. La poliomyélite est une maladie infectieuse, c'est-à-dire une maladie due à un microbe. Sa particularité, c'est que c'est une maladie très très contagieuse, qui s'attrape très facilement et très grave, puisque le virus qui cause cette maladie, appelé poliovirus. Si nous pouvons avoir l'image de ce fameux virus appelé poliovirus, ce serait très bien. Merci beaucoup à la réalisation. Oui, professeur, allez-y. Et je disais que ce virus a la particularité d'aller attaquer le système nerveux, notamment la moelle épinière. Et le virus va entraîner la destruction de la partie antérieure de cette moelle, alors que c'est à ce niveau que se situent les cellules nerveuses qui conduisent l'électricité pour les muscles. Et c'est ça qui explique la survenue des paralysies flasques aiguës très graves. Alors, voilà, nous avons à l'écran, arrêt sur image, le virus nommé poliovirus, virus responsable de la poliomyélite. Alors, professeur, comment se transmet la maladie? Comment se transmet ce virus? Il faut dire que ce virus, comme l'a dit le docteur Bokor, il y en a deux types. Oui, deux types. Que ce soit le type sauvage ou bien le type muté, c'est-à-dire qui a retrouvé sa virulence. Donc les deux vivent dans la nature. Et lorsque les enfants ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire protégés contre la maladie, contre le virus, ils peuvent aller jouer dans le sable, la boue, et attraper les particules de virus à la main, porter la main à la bouche et se contaminer comme ça. Donc lorsque l'enfant n'est pas vacciné, l'enfant va ingérer le virus et c'est comme ça que le virus va pénétrer dans son organisme et causer des dégâts au niveau de son système nerveux. Très bien. Est-ce qu'on peut retrouver ce virus-là dans de l'eau ou bien dans des aliments que nous consommons? Disons que le virus se retrouve surtout dans la nature, le sol, là où les enfants vont pour déféquer, notamment les enfants qui portent le virus. Il y a certains enfants qui portent le virus naturellement dans leur corps et sans manifester de signes de maladie. C'est ça. Donc, si ces enfants s'en vont
déféquer dans la nature, ils vont émettre le virus dans le sol. Et lorsque le virus va rentrer en contact avec de l'eau, donc l'eau sera contaminée et si on consomme cette eau-là, alors qu'on n'est pas protégé contre le virus, on va attraper la maladie. Très bien. Alors, nous sommes descendus dans la rue. Quelles sont les informations dont dispose la population sur la maladie de la poliomyélite? La question a été posée à certaines personnes. Voici quelques réponses recueillies. C'est à travers ce micro-trottoir où les personnes interviewées ont surtout mis l'accent sur l'importance de la vaccination des enfants. Regardez. La poliomyélite, c'est d'abord une maladie. Lorsqu'un enfant n'est pas vacciné, il va être paralysé. Et c'est pourquoi il s'avère important que toute femme qui ait un enfant de moins de 5 ans fasse vacciner son enfant afin qu'il ne puisse pas être atteint de cette maladie. Il est important de vacciner les enfants pour éviter les risques de maladies. On peut éviter par exemple la poliomyélite, la méningite et la rougeole. C'est important de vacciner les enfants parce que ça permet de prévenir certaines maladies. On peut citer la poliomyélite, il y a l'hépatite B, la rougeole par exemple. Oui. Et aussi, il y a plein de maladies. Lorsque l'enfant est vacciné dès le bas âge, il est préservé contre ces maladies. Ce que je sais de la poliomyélite, c'est que c'est une maladie qui attaque les cellules nerveuses, donc qui endommage les cellules de la moelle épinière, le cerveau par exemple. La vaccination, c'est l'une des mesures préventives qui permet de protéger les enfants contre plusieurs maladies et infections. Donc tout enfant qui est né doit être vacciné pour le bien-être premièrement de sa santé et pour être bien supporté par ses parents. Je pense que personne ne veut avoir des enfants paralysés chez lui à la maison. Donc nous devons vacciner nos enfants contre la poliomyélite afin qu'on n'aura plus des enfants dont les jambes seront en eau ou les enfants qui ne nous donne pas vraiment une forme idéale telle que le Seigneur nous a donnée. La poliomyélite, c'est une maladie très contagieuse qui affecte vraiment les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est important de vacciner les enfants pour éviter ce genre de maladie, pour que les enfants ne puissent pas être attaqués par cette maladie. La poliomyélite, c'est cette maladie qui touche les gens, et souvent les enfants, et à la longue, ça les paralyse. C'est ce que je connais généralement sur la poliomyélite. Et je ne sais pas tellement ce qui cause la poliomyélite, mais je sais qu'on prend des dispositions déjà dès l'enfance pour protéger les enfants en leur donnant des doses de vaccination pour les prémunir contre cette maladie. Selon moi, la poliomyélite, c'est une maladie qui attaque les enfants dès l'âge de 0 à 5 ans, au niveau des muscles et au niveau des os. Donc ça fait que les enfants auront une malformation pour grandir. Pour vacciner contre la polio, c'est pour prévenir la vie de l'enfant. La poliomyélite, c'est une maladie microbienne qui attaque les enfants, retard de croissance et malformation des enfants. Et les enfants n'arrivent pas à bien marcher. Voilà, professeur, vous les avez écoutés. Est-ce qu'il y a des informations erronées qu'on peut déceler dans les différentes interventions? Non, je crois qu'ils ont été très clairs. J'ai aimé l'intervention du papa qui a été très claire et qui a donné la bonne définition de la maladie. C'est ça. Les signes et l'importance de vacciner les enfants pour qu'ils puissent éviter d'attraper la maladie. Les jeunes aussi ont été très clairs dans leurs interventions. Merci beaucoup. Dites-nous, professeur, par rapport à la poliomyélite, quels sont les symptômes, les signes de la maladie? Ok, merci beaucoup. Et lorsque le virus rentre dans l'organisme d'un enfant, par voie orale, cet enfant n'ayant pas été vacciné du tout, et donc exposé à la maladie, le virus va aller se multiplier dans les cellules
de son organisme, notamment au niveau de son intestin grêle, et après va passer dans le sang, envahir tout le sang, l'organisme, et avant d'aller coloniser la moelle épinière, la partie antérieure, pour entraîner les paralysies. Dès que le virus rentre dans l'organisme de l'enfant, quelques jours après, les premiers symptômes commencent et sont marqués par une fatigue, la fièvre, des maux de tête, surtout des douleurs musculaires, accompagnées de vomissements et de diarrhée. Et quelques jours après, les paralysies vont survenir. Ce sont les paralysies qui caractérisent cette maladie. Cette maladie, très bien. Alors, docteur Boko, c'est vrai que pour lutter contre la poliomyélite, ça on l'avait appris depuis, hein, c'est la vaccination qui reste la seule arme. Il faut se faire vacciner contre cette maladie. Et concernant le vaccin anti-polio, le Togo a introduit en octobre 2018, si j'ai bonne mémoire, une autre forme de ce vaccin qui est l'injectable. Qu'est-ce qui justifie alors cela? Est-ce que le vaccin polio oral a montré ses limites? Donc, grand merci pour la question. Effectivement, actuellement, nous sommes en train d'utiliser les deux vaccins que vous avez cités. Et je peux dire qu'il n'y a pas une limite, mais c'est que tout est question de programmation. Et avant, on utilisait le vaccin anti-poliomyélitique, comment on appelle, trivalent. C'est que ça comporte 3 types du virus. Le virus a 3 types. Il y a le type 1, le type 2, le type 3. Donc, on va... virus sauvage, virus muté. Et le 3e type, c'est quel? Non. C'est le poliovirus a 3 types. C'est 3 types que nous avons. C'est ça. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Que ce soit sauvage ou muté. D'accord. Donc, c'est ça qu'on donnait. Depuis le début du programme, jusqu'en 2016, parce que nous avons constaté que le type 2, le vaccin, la manière dont on fabrique le vaccin, c'est qu'on utilise, comment on l'appelle, un virus atténué. Atténué, cela veut dire que c'est un virus affaibli. C'est ça qu'on a utilisé, qu'on utilise. Mais c'est que nous avons constaté que si nous donnons le vaccin par certaines conditions, tout ça là, nous constatons que vraiment le 2e type se réveille et peut contacter les enfants qui n'ont pas, je peux dire, une immunité solide. Donc, face à cette situation, donc, nous avons, je peux dire, retiré ce type de vaccin. Et nous avons maintenant le vaccin anti-poliomyélitique bivalent. Bivalent veut dire qu'on a enlevé le type 2. Donc c'est ça que nous sommes en train d'utiliser. Mais comme nous avons enlevé le type 2, on doit chercher un moyen pour que les enfants, quand même, comment on appelle, on doit protéger ces enfants contre le type 2. C'est ça. Donc c'est ça qui a fait que nous avons introduit la forme injectable qu'on appelle du vaccin qui comporte les 3 souches, je peux dire, le type 1, le type 2, le type 3. Okay. Donc cela veut dire que le vaccin, nous donnons la forme orale à la naissance, à la 6e semaine, à la 10e semaine, à la 14e semaine. Et à la 14e semaine encore, on ajoute la forme
injectable qui comporte. Nous avions interrogé un agent, un assistant d'hygiène d'État qui est un agent vaccinateur qui s'est prononcé sur le calendrier vaccinal concernant la poliomyélite. Alors nous allons passer au deuxième sujet de cette émission. Vous savez, beaucoup de mamans comprennent le bien fondé de la vaccination et elles s'y conforment pour la santé de leur enfant. Pour ce qui concerne la vaccination contre la polio, elles sont bien informées et bien conscientes du rôle que joue ce vaccin dans la protection contre la paralysie chez l'enfant. Nous avions rencontré 2 mamans qui ont répondu à la question sur l'importance de la vaccination anti-polio. Nous les écoutons tout de suite. Il est né le 16 septembre. Il a 2 mois et demi. Et nous sommes venus pour faire la vaccination. Pour moi, je crois que la vaccination est bonne pour la santé des enfants. Ça lui permet d'avoir une bonne croissance. Elle doit être en forme, elle doit bien marcher. On a déjà fait le BCG et le polio. Et maintenant, on est revenu pour faire une autre vaccination. En ce qui concerne la vaccination pour la polio, elle a déjà été vaccinée. L'enfant s'est vacciné contre la polio parce qu'ils ont dit qu'il y a certaines maladies qui peuvent paralyser les enfants. Selon ce que les docteurs nous ont dit, la vaccination contre la polio est une bonne chose car ça évite l'handicap chez l'enfant. Nous pouvons constater aujourd'hui qu'il y a de nombreuses personnes qui sont handicapées. Lorsque l'enfant a été vacciné, il a un peu le corps chaud et la nuit c'est difficile à dormir aussi. Souvent l'enfant pleure. Je conseille de mettre en pratique la vaccination contre la polio. On en fait le 3 août 2020. Nous sommes là aujourd'hui pour la vaccination. Elle a 3 mois et elle s'appelle Kim. Voilà, nous faisons un petit coucou à ces 2 mamans, surtout à la petite fille, au bébé Kimi, qui a été vraiment très souriante la dernière fois lorsqu'on a rencontré les 2 mamans au niveau du centre de santé de Lomé. Alors, professeur, vous avez écouté les mamans, lorsque les bébés sont vaccinés, il y a certaines réactions. L'enfant qui pleure la nuit, tout ça là, il faudrait que la maman gère. Alors, est-ce que c'est le vaccin qui fait réagir ou bien qui fait sortir certaines réactions chez l'enfant, chez le nouveau-né? Je crois que la réponse de votre question vient d'être donnée par vous-même. Effectivement, après l'administration d'un vaccin à un enfant, il y a toujours une réaction de l'organisme qui montre que le vaccin a commencé par travailler. Parce que lorsqu'on injecte un vaccin à un enfant, le vaccin va aller stimuler ce que nous appelons le système immunitaire. C'est-à-dire un ensemble de cellules, sont des globules blancs, qui vont d'abord mémoriser le vaccin. Les globules vont prendre ce vaccin comme si c'était le microbe, vont mémoriser son identité et vont commander la production de produits que nous appelons les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines, c'est-à-dire des produits azotés, comme le blanc d'œuf, qui sont spécialisés dans la neutralisation des microbes. Ce qui veut dire que lorsque cet enfant son organisme va réagir favorablement au vaccin, lorsque son organisme va rencontrer le microbe, ce dernier sera neutralisé par les anticorps que cet enfant a produits après cette vaccination. Donc, ce qui veut dire que c'est normal. Ce sont des réactions justifiées. Voilà. Normales, qui ne doivent pas inquiéter les mamans. Oui, mais des fois, ces réactions peuvent être un peu fortes et nécessiter un traitement. Exemple, une forte fièvre pouvant entraîner une crise convulsive, par exemple, chez un petit nourrisson. Très bien. Alors, si nous pouvons avoir déjà l'image des bébés, des mamans, de la vaccination, tout ça, pour agrémenter l'émission, ce serait très bien. Merci beaucoup au réalisateur Cathy Kapoué-Kodjo qui nous assiste tout le temps et qui est toujours aux commandes pour
pour la réussite de cette émission. Dites-nous, professeur, à part la paralysie, est-ce qu'il n'existe pas d'autres conséquences liées à la poliomyélite lorsque l'enfant n'est pas vacciné contre la maladie? Lorsqu'un enfant est atteint de poliomyélite, la première conséquence, c'est que c'est un enfant qui devient handicapé moteur. C'est-à-dire, il ne sait plus marcher tout seul, il ne peut plus courir, il ne peut plus jouer au ballon, donc il devient triste. Ce sont les autres conséquences comme ça. Ouais. Donc il est un peu déprimé, tout simplement parce qu'il ne peut plus marcher, jouer comme les autres. Et il a des difficultés pour vivre normalement. Et il dépend maintenant des autres. Et puis par ailleurs, il aura des difficultés pour aller à l'école, pour mener une vie normale. C'est ça. Tout à fait. Alors, docteur Boucan, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, qu'il y a eu déjà une première campagne de riposte préventive contre la poliomyélite qui s'est déroulée dans les régions maritimes et dans le Grand Lomé. Mais quelques semaines après, voilà un second tour de cette campagne qui est en préparation. Pourquoi? Ok, merci Madame Péton. Et pour répondre à cette question, j'avais dit que le pays a détecté 17 cas de poliomyélite. C'est ça. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que en 2019, c'est 8 cas que nous avons détectés. Ces 8 cas ont fait l'objet d'une riposte vaccinale. Nous avons fait 7 tours. C'est-à-dire que si nous détectons un cas de poliomyélite, on doit faire une campagne à 2 tours. À 2 tours. De façon systématique. Systématique. Donc, qu'on appelle la campagne que nous avons, je peux dire, faite en septembre 2020, c'est le premier tour. Le premier tour, voilà. Maintenant, la campagne qui s'annonce, c'est le deuxième tour. Donc, je peux dire que c'est le processus de gestion de l'épidémie. Donc, c'est ça. Donc, devant un cas, il faut faire 2 tours. Il faut faire 2 tours. Voilà, c'est là la justification. Alors, il faut faire devant un cas, même un seul cas de polio, il faut forcément 2 tours de campagne de riposte vaccinale. Et les enfants concernés sont les enfants de 0 à 5 ans. Et tous les enfants justement de 0 à 5 ans doivent être vaccinés contre un certain nombre de maladies, dont la poliomyélite, suivant un calendrier vaccinal bien précis. Le respect, je dis bien le respect de ce calendrier avec les rappels à des âges bien définis sont donc indispensables pour l'efficacité du vaccin et la protection de l'enfant. Comment se fait alors la vaccination contre la poliomyélite? Voici les réponses de l'assistant d'hygiène d'État. Il est agent vaccinateur au centre de santé de Lomé. Nous l'écoutons tout de suite. Le vaccin contre la poliomyélite, c'est un vaccin qui est très important. Par rapport à la vaccination que nous faisons aux enfants, il y a beaucoup de vaccins que nous faisons, parmi lesquels se figure le vaccin contre la poliomyélite. La poliomyélite est un vaccin qui est très important du point de vue qui lutte contre la paralysie. Il est vrai, depuis très longtemps, on faisait le vaccin polio oral. Et c'est un vaccin qui se fait sur de différentes dates, suivant lesquelles, si l'enfant naît, on lui fait le vaccin polio 0, associé au BCG, qui luttait contre la tuberculose. La poliomyélite, vu ses ravages, en temps il y a eu des cas, malgré qu'on faisait la polio orale, on a recensé toujours certains cas de polio où on se demandait comment se fait-il que malgré la vaccination contre la poliomyélite, la polio orale que nous faisons, il y a encore ces cas. Ce qui a fait que depuis le 4 octobre 2018, l'État a dû introduire une autre forme de polio qu'on appelle polio injectable,
Et c'est un vaccin qui se fait à 3 mois et demi. Maintenant, pour lutter vraiment contre la poliomyélite, il y a un calendrier que les mamans devraient suivre. Donc si les mamans viennent à la vaccination, dès que l'enfant naît, à la première vaccination, on les fait polio 0, associé au BCG. Le BCG qui lutte contre la tuberculose. Donc on associe la poliomyélite. Dès cette première vaccination, on leur donne rendez-vous sur 1 mois et demi, 6 semaines révolues. Les mamans reviennent encore, on les fait polio 1. Associé aux autres que nous faisons Penta sur la cuisse gauche, Pneumo sur la cuisse droite, associé au Rota, qui lutte contre les diarrhées à rotavirus. Voilà. Maintenant, on donne encore rendez-vous sur 1 mois après, du moment où l'enfant aura 2 mois et demi. La maman revient encore, on les fait polio 2, associé au Rota 2, Penta sur la cuisse gauche, Pneumo sur la cuisse droite. Mais on donne encore rendez-vous 1 mois après, où l'enfant aura 3 mois et demi. À 3 mois et demi, si l'enfant revient maintenant, on fait polio 3, mais il n'y a plus de Rota. Maintenant, nous faisons Penta sur la cuisse gauche et maintenant sur la cuisse droite. Au lieu que ça soit Pneumo seulement, c'est à cette date maintenant, on associe polio injectable, qui est la forme injectable de polio oral que nous mettons dans la bouche pour les enfants. Tout ça, c'est pour pouvoir lutter contre la paralysie. Du fait que nous associons toute la vaccination au même moment, bon, les plaintes des mamans, c'est les cas de fièvre qu'elles ressentent. Il est vrai que certaines fois, on ressent certains MAPI ou les sites d'injection, il pouvait avoir des inflammations, la rougeur au niveau du site d'injection. Bon, ça peut toutefois s'enfler. Au cours de la sensibilisation, nous les disons, ça peut arriver. Donc si ça arrive, donc bon, il est vrai qu'avec le temps, ça va disparaître. Mais si vous avez peur, il faut ramener les enfants. Nous-mêmes, on saura comment. S'il faut vous prescrire encore des médicaments ou vous allez associer à ceux que vous donnez aux enfants contre la fièvre, là, ça va passer. Il est à noter qu'au tout début de Corona, on avait une grande diminution par rapport aux couvertures de façon nous vaccinons auparavant. Mais avec le temps, on a encore l'affluence, sauf que ce n'est pas encore ça. Mais à Saint-Anne, si elles viennent, on continue maintenant pas à venir. Voilà, docteur Bokor, vous l'avez écouté. Et tout à l'heure, vous avez voulu répondre ou bien effleurer un tout petit peu la question sur les différentes étapes de la vaccination contre la polio. Est-ce qu'il a bien répondu, il a bien expliqué la chose? Madame Peto, je pense qu'il a décrit vraiment le calendrier tel que nous sommes en train d'utiliser dans notre pays. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que pour lutter contre la poliomyélite, nous donnons d'abord la première dose à la naissance. Nous disons que c'est dose 0. Et à la 6e semaine, on donne la première dose. À la 10e semaine, la deuxième, je peux dire, c'est à la 10e semaine, on donne la 2e dose. Et à la 14e semaine, on donne la 3e dose. La particularité, c'est qu'à la 14e semaine, en donnant la forme orale, on ajoute la forme injectable. La forme injectable, c'est que ça comporte les 3 types. Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, j'avais dit. Oui, vous l'avez déjà dit. Merci beaucoup. Professeur, la maladie de la polio, c'est une maladie qui est paralysante. Est-ce que la paralysie provoquée par cette maladie est réversible? Peut-elle être corrigée chez l'enfant? Merci beaucoup pour votre question qui est très très pertinente. Lorsque la paralysie survient, nous recommandons l'enfant au kinésithérapeute. Bien sûr qu'il y a le traitement symptomatique, c'est-à-dire donner des antidouleurs, donner un médicament pour calmer la fièvre et surtout commencer le massage. La rééducation fonctionnelle. Et c'est une rééducation fonctionnelle qui doit se faire d'une manière progressive, mais régulière. Lorsque les enfants sont pris en charge très tôt et régulièrement pendant longtemps, on se rend compte que la plupart récupèrent une grande partie des muscles paralysés, enfin la paralysie, mais pas complètement. Les kinésithérapeutes m'ont dit que avec ça, dans la moitié des cas, les paralysies régressent.
régresse peut-être à 75%. C'est ça. Mais des fois, il y a des séquelles, enfin disons des paralysies résiduelles qui font que les enfants sont obligés de vivre avec. Malheureusement. Alors, docteur Boko, vous êtes le chef division de l'immunisation. Tout à l'heure, lorsque l'agent d'hygiène a décrit les différentes étapes de la vaccination, en parlant de la dose 1, dose 2, 3, lorsque ce calendrier n'est pas respecté, est-ce que l'efficacité du vaccin sera effective? Si la maman rate une vaccination, en suivant le calendrier, s'il y a une dose, un rappel qui n'a pas été fait, est-ce que ça va agir sur la santé de l'enfant et provoquer la paralysie? Si l'enfant n'a pas respecté le calendrier vaccinal, il y a toujours risque. Il y a un risque. Il y a toujours un risque. Il y a un risque. C'est pour ça que nous recommandons aux mamans de respecter vraiment le calendrier vaccinal. C'est vraiment, je peux dire, très, 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 très important. Si nous avons dit, il faut donner 4 doses, que la maman fait un effort pour vraiment donner ces 4 doses à son enfant. Alors, professeur, au niveau de votre service, la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio, est-ce que vous constatez que les mamans respectent scrupuleusement ce calendrier vaccinal pour leur enfant? Est-ce qu'elles les respectent? Merci pour la question. Je dirais oui. La plupart des mamans font beaucoup d'efforts pour respecter le calendrier vaccinal. Puisque généralement dans mon service, il y a une unité de vaccination et c'est les jeudis matins que nous accueillons les mamans pour faire vacciner les enfants. La plupart des mamans respectent le rendez-vous et sont au rendez-vous pour cette vaccination. Bon, mais de temps en temps, il y a que certaines mamans, pour des raisons professionnelles, elles manquent à ce rendez-vous. Voilà. Et ça agit sur la santé de l'enfant. Exactement. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un effort qui doit être fait. C'est ça. Au niveau de nos services, c'est de faire en sorte que la vaccination soit disponible en permanence pour qu'à chaque fois qu'une maman vient nous voir et amène son enfant pour la vaccination, il faut que ce dernier bénéficie de cette vaccination. Tout à fait. Pour éviter les occasions ratées de vaccination. Très bien. Alors, docteur Boko, on parlait tout à l'heure du second tour de la campagne de riposte vaccinale qui aura lieu très prochainement. Alors, est-ce que les préparatifs vont bon train? Où en êtes-vous justement avec ce second tour de campagne de vaccination contre la polio au Togo? Ok. Sinon, pour le deuxième tour, Madame Petro, nous avons bien commencé la préparation. Et tout se passe très bien? Tout se passe bien. Je peux dire très bien. Oh là là, très bien. Oui, nous avons, je peux dire à ce jour, nous avons convoyé les intrants dans les districts. Les districts aussi ont envoyé vraiment les intrants dans les formations sanitaires. Nous avons même commencé la mobilisation sociale. Nous avons envoyé les mobilisateurs dans les ménages. Nous avons aussi, je peux dire, programmé les émissions. C'est ça. Par exemple, cette émission que nous sommes en train de faire. Oui. Et aussi, nous avons prévu aussi l'érection de grands panneaux sur la poliomyélite. Donc, je peux vous dire que tout se déroule bien. Bien. Pour le moment. Et si tout marche bien, demain, il y aura un lancement des activités de ce deuxième tour. Et ça sera un lancement à minimum. Et ce deuxième tour aura lieu quand? Et je peux dire que le deuxième tour, on va commencer ce jeudi, 26 novembre, pour terminer le dimanche
29 novembre. Merci. Oui. Non, ça va. Vous savez, vous voulez terminer, docteur Bokor? Non, ça va. Ça va, d'accord. Oui. Alors, nous poursuivons cette émission. C'est une personne adulte qui traîne malheureusement les séquelles d'une maladie de l'enfance. Qu'est-ce qui s'était passé pendant son enfance? Sa maman lui avait certainement raconté l'histoire de son handicap ou bien de son infirmité. Cette histoire, il a bien accepté la partager avec nous ce soir. Écoutez le témoignage de Jean. L'infirmité, ça a commencé depuis l'enfance, dès les bas âges. C'est-à-dire juste 2 ou 3 ans, à 2 ou 3 ans, puisque c'était suite à un vaccin qui est intervenu après l'excision. Quand on m'a excisé, donc on a dû me vacciner et c'est ce vaccin-là qui a entraîné l'enflement du pied. Bon. Les parents, selon leur dire, pensaient que c'était peut-être une anomalie passagère et ils avaient opté pour le traditionnel, à travers les massages, les ils m'ont amené chez certains tradithérapeutes, mais le pied, bon, ça n'allait pas. Donc au fur et à mesure que je grandissais aussi, les difficultés avançaient également. Mais avant, dans l'enfance, je boitais certes, mais je n'utilisais pas la main comme appui. Mais il était arrivé à peu près à 10-15 ans que j'ai eu encore une chute sur le pied et qui a encore intensifié le mal. Donc ça, maintenant, il a fallu l'intervention de la main pour appuyer avant que le pied ne se stabilise dans mes déplacements. C'était le Kinimax qu'on m'avait injecté. Donc ça qui avait entraîné dans ces difficultés. L'idée de poliomyélite était intervenue très récemment. Le centre d'appareillage qui m'avait un temps appelé de passer voir si on ne pouvait pas me fabriquer une prothèse et me déplacer avec la prothèse. Donc c'est selon leur analyse qu'ils ont dit que bon, en fait, le Kinimax qu'on m'a injecté n'a fait qu'accentuer. Donc il y avait des germes de polio, mais de façon latente. Donc le vaccin n'est venu en quelque sorte que accentuer l'évolution et qui a encore conduit maintenant à la faiblesse du pied. En termes de difficultés, que ce soit professionnelles, sociales, je me défends quand même si ce n'est pas ce qu'il devait être, ce que ça devait être, je me défends à ma manière quand même. Voilà, nous remercions M. Jean pour ce témoignage. Il a été très courageux. Professeur, je voudrais qu'on analyse de près le témoignage de Jean parce que son infirmité a une histoire. Et vous avez écouté son histoire et dans cette histoire, le nom de la poliomyélite a été cité. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Kinimax, poliomyélite, finalement, qu'est-ce qu'on retient pour son infirmité, la cause réelle de son handicap? Okay. Merci beaucoup, Madame Carole, pour cette intervention. Vraiment, j'ai été très ému de ce témoignage. C'est ça. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Ce que moi je peux dire, c'est que il est possible qu'une injection intramusculaire de quinine mal faite puisse endommager un gros nerf qui sort de notre bassin et qui donne l'électricité aux muscles de nos membres inférieurs, notamment la cuisse et tout. On l'appelle le nerf sciatique. C'est ça. C'est possible. Parce que la quinine est très toxique pour le nerf.
Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention par rapport à cette injection-là. Heureusement, ça ne se fait plus. Voilà, donc, les trucs de Kinimas. Voilà, Kinimas, c'est le bon vieux temps. Exactement, on peut être rassuré maintenant. Maintenant, par rapport à la cause de cette paralysie, c'est possible que ça soit dû à la poliomyélite, mais habituellement, la poliomyélite survient chez un sujet qui n'a pas été du tout vacciné. Du tout contre la poliomyélite, et qui malheureusement a attrapé le virus. Et le virus est parti se multiplier dans son corps et endommager la moelle épinière, la partie motrice. Nous l'appelons la corne antérieure de la moelle. Et c'est ça qui explique les paralysies. Bon, si... Peut-être qu'il n'a pas été vacciné, je n'en sais rien, je ne connais pas son histoire. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on est correctement vacciné, comme l'a dit le docteur Boko, contre la poliomyélite, si le vaccin a été bien conservé, bien administré, avec les doses bien respectées, comme il vient de nous donner le calendrier vaccinal, avec les intervalles qui ont été très bien respectés, l'enfant est protégé à 100% contre la poliomyélite. Et c'est sûr que la probabilité d'attraper le virus jusqu'à développer des paralysies est nulle. C'est ce que je peux dire. Très bien. Docteur Boko, une réaction par rapport à ce témoignage que vous venez d'écouter? Merci beaucoup. Et je pense que... comment on appelle? Le témoignage? Le témoignage m'a vraiment ému dans le sens que nous avons constaté que, à part la poliomyélite, il y a d'autres causes qui peuvent donner la paralysie. C'est pour ça que chaque fois, nous disons que devant un cas de paralysie chez un enfant de moins de 5 ans, la première cause, c'est que nous devons toutefois penser à la poliomyélite. Et nous devons faire l'investigation dans ce sens. C'est ça. Au cas où ce n'est pas la poliomyélite. Maintenant, nous avons la latitude maintenant d'aller vers d'autres causes. Pourquoi? Parce que l'autre l'a dit, la poliomyélite, si ça s'installe, c'est un processus irréversible. Irréversible. Il peut y avoir une amélioration, mais toujours, l'enfant ne peut pas retrouver son état antérieur. Très bien. Alors, parlons de la paralysie, professeur. Est-ce qu'on ne peut pas les classer? Une paralysie primaire, une paralysie secondaire, je dis n'importe quoi, et une paralysie tertiaire. Par degré de l'atteinte des membres inférieurs, est-ce qu'il n'y a pas différents types de paralysie? Parce que là, quelque part, dans ma documentation, j'ai trouvé qu'on parle aussi de la paralysie flasque aiguë. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup, madame. Je crois que vous avez bien argumenté la question. Merci. Et par paralysie flasque aiguë, nous entendons la survenue d'une manière soudaine et récente, c'est-à-dire en moins de 2 semaines, de paralysie, c'est-à-dire une faiblesse musculaire intense, permanente, accompagnée d'une hypotonie, c'est-à-dire une mollesse des muscles, et ce qui fait que l'enfant ne peut plus utiliser ses membres, soit pour marcher, pour se lever. C'est ça. Voilà. C'est ça la paralysie flasque aiguë. Habituellement, c'est la poliomyélite qui entraîne cette paralysie. Étant donné aussi, comme l'a si bien dit le docteur Boko, qu'il y a d'autres causes de paralysie flasque aiguë. Bon, maintenant, devant un cas de paralysie flasque aiguë, chez un enfant, habituellement, ce sont les enfants de moins de 15 ans. Sinon, surtout les enfants de moins de 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il y a, disons, 2 choses à faire. La première chose, c'est de notifier le cas, c'est-à-dire documenter le cas. Ouais. Il y a un formulaire spécial du ministère de la Santé qui est connu des infirmiers chefs de poste des formations sanitaires et qu'on doit remplir. Et on doit faire aussi le prélèvement de sel chez l'enfant victime de cela. Pourquoi? Parce que c'est dans les selles qu'on doit rechercher le virus de la poliomyélite. Et lorsqu'on en trouve, c'est sûr, c'est dû à la poliomyélite. C'est ça. Bon, on peut peut-être compléter par une prise de sang pour voir s'il y a des anticorps spécifiques dirigés contre le virus de la poliomyélite. Et c'est comme ça que ça se passe. Bon, il y a ensuite le suivi du cas jusqu'à 2 mois pour voir si la paralysie va régresser ou pas. Très bien. Docteur Bouko, quelles sont les dispositions mises en place dans ce contexte actuel de la pandémie au nouveau coronavirus pour vacciner ou bien administrer ce vaccin aux enfants de 0 à 5 ans? Ok, merci beaucoup, Madame Peto. Pour le premier tour de cette campagne, nous avons effectivement mis en place un dispositif pour faire en sorte que le vaccinateur ne va pas contaminer l'enfant et l'enfant aussi, peut-être, les parents aussi ne peuvent pas contaminer le vaccinateur. Donc, ce que nous avons mis en place, les vaccinateurs vont porter leur masque et quand ils rentrent dans un ménage ou une maison, s'il y a un dispositif lave-mains, ils vont laver les mains et ils ont sur eux le gel hydroalcoolique. Donc ils vont utiliser le gel et ils vont se diriger vers le ménage. Donc devant le ménage, ils vont poser des questions, il y aura un entretien. Le vaccinateur va demander dans le ménage, il y a combien d'enfants? Si c'est 2, si c'est 3, il va dire ok, il faut faire sortir ces enfants de moins de 5 ans. Et le vaccinateur va demander aux parents d'ouvrir la bouche de l'enfant. Si c'est fait, le vaccinateur va administrer les 2 gouttes dans la bouche de l'enfant. Tout ce dispositif, c'est juste pour prévenir vraiment comment on l'appelle, le Covid et la Covid-19. Donc, dans le ménage, le vaccinateur ne va pas toucher l'enfant en administrant le vaccin. Et après, le vaccinateur va remercier vraiment le parent et ils vont sortir. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, docteur Bouko. Lorsque vous situez la tranche d'âge entre 0 et 5 ans, et ça dit que les enfants à partir de 6 ans, 7 ans, qui n'ont pas été vaccinés, qui n'ont jamais été vaccinés contre la polio, sont à l'abri des risques de cette maladie. Merci beaucoup pour cette question. Ces enfants non vaccinés ne sont pas à l'abri. C'est pour ça que parfois nous organisons même des campagnes pour aller jusqu'à 14 ans. Parce que jusqu'à 14 ans, l'enfant peut attraper vraiment cette maladie. C'est ça. Invalidante. Mais pourquoi la tranche, vous avez situé, professeur, pourquoi avez-vous situé, quand je dis vous, ce n'est pas vous en tant que professeur à Takuma, attention, mais pourquoi situer la tranche d'âge entre 0 et 5 ans? Quand on sait qu'à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, l'enfant n'est pas à l'abri de la poliomyélite. Merci beaucoup pour votre question. Lorsqu'on étudie la répartition des cas de poliomyélite selon l'âge, on se rend compte que la
quasi-totalité des cas se situe entre la naissance, enfin, disons 6 mois, jusqu'à 5 ans. C'est ça. Mettons 9 cas sur 10. Donc le reste, c'est les enfants de 5-10 ans jusqu'à 15. Et puis, c'est rare. Peut-être après, on peut trouver quelques cas chez des adultes, enfin d'un certain âge, qui ont dû perdre leur système de défense contre le virus. Voilà. Donc, vous comprenez que ce sont ces enfants-là qui sont extrêmement sensibles à ce virus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de protection naturelle contre le virus. À cause de la non, attention, à cause de la fragilité voilà, excusez-moi, à cause de la fragilité de leur système immunitaire, je suis parvenue finalement. Alors, nous poursuivons cette émission. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, en cette année 2020, surtout les 24 et 27, entre 24 et 27 septembre dernier, il y a eu une campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite à l'endroit des enfants, pour les enfants de 0 à 5 ans, et qui a eu lieu dans les régions maritimes et le Grand Lomé. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce que les attentes de cette campagne ont-elles été comblées? Alors, quelles étaient les principales difficultés recensées au cours de ce premier tour de la campagne de riposte vaccinale? Docteur José Apetiani Nayo nous fait ici le point. Elle est la directrice générale de la santé et pour elle, les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants parce que l'objectif était de vacciner 229 606 enfants de 0 à 59 mois, mais nous avons eu à vacciner seulement 168 727 enfants, ce qui fait un pourcentage de 73,49%. Donc, mais l'objectif ici était à 95%. Donc, nous n'avons pas atteint au niveau de la région Lomé, commune ou bien Grand Lomé, l'objectif assigné à cette campagne de riposte. Il faut dire qu'en février-mars 2020, la région Lomé commune a eu à notifier 7 cas confirmés de poliomyélite. Donc, il est recommandé, selon l'OMS, d'organiser, quand nous notifions des cas confirmés de poliovirus, de faire une campagne de riposte contre ces cas-là. Et nous avons eu à faire cette campagne et l'objectif assigné est que les enfants de 0 à 59 mois qui n'ont pas encore eu le contact avec le virus soient protégés contre le virus de la poliomyélite. Donc, en quelque sorte, c'est une campagne de riposte préventive pour prévenir les enfants, les autres enfants contre la maladie. Pourquoi la région Lomé commune n'a pas atteint cet objectif? C'est que nous avons eu sur le terrain plusieurs cas de refus. Les parents, les mamans ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants dans cette période de l'épidémie de la Covid-19 parce qu'il y avait eu des intoxications, des rumeurs qui disaient que le vaccin que nous administrons est le vaccin d'expérimentation contre la Covid-19. Donc, ce qui fait que nos mamans ont refusé catégoriquement de faire vacciner leurs enfants. Surtout que les vaccinateurs se déplaçaient de porte en porte pour aller dans les maisons. On ne demandait pas aux mamans de venir au centre de santé. On facilitait le déplacement, mais malgré ça, les mamans ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Certains, il faut dire qu'il y avait des mamans qui étaient absentes lors des 4 jours de vaccination. Et à ces mamans-là, on leur a demandé de revenir, de venir avec les enfants au niveau des formations sanitaires pour se faire vacciner. Donc la raison importante pour le refus,
c'est que c'est le vaccin anti-Covid-19 que nous administrons aux enfants. Le premier tour est déjà passé, mais le ministère de la Santé organise à partir du 26 novembre le deuxième tour, le deuxième passage pour cette campagne de riposte contre la poliomyélite. Donc, nous avons déjà commencé la mobilisation. Nous avions eu à faire lors du premier tour la cartographie des refus, les zones où nous avons constaté beaucoup plus de refus. Et avec cette cartographie, nous avons mis en place des équipes qui font des dialogues communautaires. Ces équipes rencontrent ces communautés-là pour leur parler de l'importance, de l'intérêt de la vaccination contre la poliomyélite. Vous savez sans doute que la poliomyélite, la plus grande complication, c'est les paralysies des membres inférieurs. Nous ne voulons pas que nos enfants soient paralysés, restent par terre, ne puissent pas marcher, ne puissent pas aller à l'école pour devenir un grand quelqu'un plus tard. Docteur Bokor, vous l'avez écouté, l'objectif pour le premier tour n'a pas été atteint. Il fallait vacciner 229 606 enfants, mais seulement 168 727 ont été vaccinés. Comment faire pour convaincre les mamans pour ce qui concerne le second tour? La tâche sera ardue. Avec cette intoxication, comme l'a dit la directrice régionale de la santé, les rumeurs qui ont circulé concernant le vaccin anti-polio, le vaccin anti-Covid, alors, est-ce que vous avez des stratégies? Merci beaucoup. Je pense que tout ce que la directrice a dit a été réel. Parce que moi aussi, j'étais sur le terrain. C'est ça. Et ça n'a pas été facile. Donc, face à ces refus, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, on va organiser des dialogues communautaires. On va aller vers maintenant les communautés. À part la mobilisation que nous avons faite, on doit maintenant aller vers eux et voir pourquoi ils ont refusé. Et effectivement, certains étaient francs, ils nous ont dit la vérité. Les rumeurs, ils ont avancé tant. Mais nous avons eu une discussion fructueuse avec eux et ces communautés ont promis de vacciner leurs enfants au deuxième tour. Donc, c'est, je peux dire, la grande stratégie que nous avons opté. C'est-à-dire qu'un travail préalable a été fait sur le terrain et continue d'être fait sur le terrain en attendant ce deuxième tour qui aura lieu le 26 novembre. Oui. J'ai bien compris la date, j'ai bien retenu la date. Oui, c'est du 26 au 29 novembre. Il y a déjà sur le terrain des gens qui continuent vraiment les dialogues communautaires. De sensibiliser. Nous avons impliqué les préfets et les maires des deux régions. Nous avons eu des réunions avec... Des réunions sur réunions. Réunions sur des réunions. Ça, je le sais. D'abord, il y a eu des réunions entre préfets et maires. Et maintenant, les maires vont organiser des réunions avec les leaders de leur zone. Ok, admettons que cette fois-ci, pour le second tour, les résultats seront satisfaisants. Alors, dites-nous, Dr Bokor, un enfant souffrant de la Covid-19 peut-il être vacciné contre la polio? Merci, Madame Péton. Si un enfant de 0 à 5 ans a la Covid-19, ça suppose que l'enfant sera dans un centre de prise en charge. L'enfant ne sera pas dans un ménage. Donc, cet enfant ne peut pas avoir le vaccin, mais c'est qu'après sa guérison,
on va vacciner vraiment cet enfant. Très bien. Alors, cette question nous amène à ouvrir la page Covid de cette émission avec ce jingle. Voilà, nous avons reçu pour vous ce mardi Dr Pana Asimawe Paul. Il est épidémiologiste et médecin de santé publique et ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Voici les questions auxquelles il a apporté des éléments de réponse. Aujourd'hui, au Togo, on a le 19 novembre 2020, on notait dans les centres d'hospitalisation 2101 patients pour la prise en charge des cas de Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. Donc, il faut rappeler que à la date du 19 novembre, on avait un total de 2711 cas confirmés, avec malheureusement, à cette date du 19 novembre, 63 décès. Voilà la situation brièvement donnée. Le traitement de base, c'est l'hydroxychloroquine, azithromycine, plus quelques traitements adjuvants, c'est-à-dire quand la personne a fièvre, etc. Ça, c'est les traitements de base. Lorsqu'on vous met dans un lieu d'isolement, dans un hôtel, vous subissez ce traitement-là. Mais lorsque vous présentez des signes graves et qu'on vous envoie au CHR, ça veut dire qu'il y a d'autres traitements qu'on ajoute pour que votre cas est sérieux. En ce moment, il y a d'autres médicaments qu'on utilise pour que votre cas soit un peu plus allégé. L'espoir de tout le monde aujourd'hui, c'est pouvoir trouver un vaccin. Mais notre espoir ne doit pas être fondé seulement sur le vaccin. Parce que même s'il y a le vaccin, on doit continuer la prévention avec les mesures barrières. C'est très important. C'est pour ça même qu'avec le traitement aussi, on conseille aux gens de continuer à pouvoir mettre en œuvre les mesures barrières. Aujourd'hui, on a une lueur d'espoir avec Pfizer et puis Biotech en Allemagne, plus Moderna également, un deuxième laboratoire américain, qui ont dit que le vaccin qu'ils ont trouvé et qui est à la phase 3 dans le processus de développement d'un vaccin, eh bien, ils ont cette efficacité autour de 95%. Pfizer avait dit 90,45%, mais ils sont revenus pour annoncer que l'efficacité est autour de 95%, alors que le vaccin candidat de Moderna est autour de 95%. Il y a déjà aussi un vaccin qui était dans la phase 3 avec la Chine, qui est utilisé au niveau de certaines personnes. Mais il faut dire que ce n'est pas encore conclu. Les espoirs sont là d'ici le premier trimestre 2021, mais il y a encore d'autres phases que ces vaccins candidats-là doivent dépasser avant qu'on ne puisse conclure que ce sont des vaccins qu'on peut utiliser largement dans la population mondiale. Et il faut aussi signaler que ces étapes qui restent là sont cruciales parce que l'innocuité, c'est-à-dire l'utilisation de ce vaccin sur le corps humain lorsqu'on va le mettre dans la population générale ne va pas générer beaucoup d'effets secondaires graves qu'on peut noter. Bien que dans tout vaccin, lorsque on le met sur le marché et qu'on l'utilise dans la population, il y a toujours ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance qui permet de répertorier tous les effets secondaires qui arrivent. Je pense que lorsque l'Organisation mondiale de la santé valide quelque chose, il faut quand même avoir foi en ce que cette organisation l'a dit. À partir du moment où l'OMS a validé que ces études-là étaient effectivement prouvées, et je pense qu'on ne peut qu'être effectivement satisfait. Parce qu'avant, cela constituait un frein pour la réutilisation, pour l'accessibilité des gens. Maintenant qu'on sait que ce masque chirurgical que je porte, on peut le laver 10 fois. Mais je voudrais dire quelque chose. Les études ont montré
cette façon de pouvoir les laver, c'est dans les machines à une température de 60 degrés avec certains détergents, etc., etc. La question qui se pose, c'est comment nous, dans nos contextes africains, on va l'adapter. Parce que si nous prenons le masque et que nous lavons comme nous lavons nos habits, eh bien, on est sûr qu'on va détériorer le tissu. Parce qu'il y a les mailles au niveau de ce tissu-là. Donc, il va falloir qu'on montre la séance, comment laver ces masques-là. Il faut les tremper, mettre un peu de l'eau de javel, mettre un peu de savon, laisser un temps, au moins 15-30 minutes, et maintenant les essorer avec justement les bandelettes. Parce que si vous les lavez avec la main, vous êtes en train de pouvoir faire élargir les mailles et il n'est plus protecteur. Quand vous allez voir un masque avec des fils qui se sont enlevés par ici, par là, et vous continuez de le porter pour dire « Ah oui, on a dit qu'il faut le laver 10 fois, que vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est plus efficace en ce moment. » Voilà, nous remercions Dr Pana. Je vous rappelle que l'enregistrement a été fait le vendredi 19 novembre. Vous avez écouté même Dr Pana le dire en donnant les chiffres. Et donc, à la date d'hier, 23 novembre, les derniers chiffres mis à jour sont les suivants. Cas actifs 516, cas confirmés 2854, personnes guéries 2274, nombre total des tests effectués 142 487 et malheureusement le nombre de décès est de 64. Alors, mesdames et messieurs, respectons les mesures barrières pour, enfin pas pour convaincre, mais pour lutter contre, j'allais dire, la COVID-19. Protégeons-nous afin de protéger aussi les autres. Professeur Atakouma, docteur Bokor, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Alors, docteur Bokor, dites-nous, contrairement à ce que l'on pense, la polio n'est pas totalement éradiquée au Togo. Vous confirmez ce soir? Ok, merci beaucoup. Si c'est la poliomyélite due au poliovirus sauvage, je pense que ça, c'est éradiqué. Ce qui reste maintenant, c'est la forme mutée. C'est ça que nous sommes en train de lutter contre. Donc, effectivement, je confirme que ce n'est pas fini. Il reste à faire. Et la lutte continue. Et la lutte continue. Professeur, spécialiste en pédiatrie, comment faire pour vaincre la poliomyélite? Pour vaincre la poliomyélite, quelle est la prévention? C'est tout simplement la prévention, étant donné que c'est une maladie due à un virus et qui n'a pas de traitement efficace. Et cette prévention se base sur la vaccination, rien que la vaccination et uniquement que la vaccination. Peut-être, en plus de la vaccination, recommander des mesures d'hygiène de base, c'est-à-dire la consommation d'eau potable, l'éviction d'aller déféquer dans la nature, donc l'hygiène des excrétas, l'hygiène des mains surtout, se laver les mains avant de manger, et après le retour des toilettes, entre autres, et à chaque fois qu'on touche quelque chose qui n'est entre guillemets pas très propre, il vaut mieux aller se laver les mains. Très bien. Alors, vous êtes ami des bébés, pédiatre ami des bébés. Si vous avez un message fort, évocateur à envoyer ce soir, ce sera lequel et ce sera adressé à qui? Merci beaucoup, Madame Carole. Mon mot de fin, c'est que la poliomyélite est une maladie infectieuse très grave, très contagieuse, c'est-à-dire se transmet très vite et très facilement, grave en raison des paralysies flasques que le virus provoque et qui entraîne un handicap moteur chez l'enfant. Et par rapport à ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'éviter cette maladie par la vaccination
et par les mesures d'hygiène de base. Ouais. Donc si j'ai un mot à adresser aux mamans, chère maman, sachez regardez dans la caméra, professeur. Votre caméra, elle est là devant vous. Regardez. Oui, c'est celle-là qui est là devant vous. OK. Non, celle-ci, professeur, regardez-moi. Voilà. Chère maman, oui. Sachez que la poliomyélite est une maladie qui ne se traite pas, mais qui est facile à prévenir par la vaccination. Donc, je vous invite à amener les enfants dans les centres de vaccination. Et pour cette campagne, rassurez-vous, soyez à la maison. Nos agents de santé vont passer et vont vacciner les enfants. C'est une vaccination sûre, efficace et gratuite. Chère maman, vaccinez vos enfants pour les protéger contre la poliomyélite, qui est une maladie très grave. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment un message de campagne. Docteur Boko, vous êtes d'accord que ce message-là, c'est un vrai message de campagne de sensibilisation? Oui, c'est réel. C'est vrai, ce qu'il a dit, tout ça là, c'est pour maintenant amener les mamans. Voilà. Pour que nos enfants soient vaccinés. Pour qu'on puisse ensemble bouter cette maladie invalidante hors du Togo. Merci beaucoup, chers invités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec Dr Boko Amevegbe Kojo. Il est chef division de l'immunisation. Et professeur Atakuma Yao, il est professeur titulaire de pédiatrie à l'université de Lomé et chef du service de pédiatrie au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Chers invités, merci d'être restés avec nous et d'avoir partagé ces informations. Beaucoup d'informations ce soir avec nos chers téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons au revoir. Merci beaucoup à la réalisation dirigée par Cathy Kapoin-Kodjo. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain, même chaîne, même heure, pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Au revoir.